soir, nous nous penchons sur une initiative, la création d'un média citoyen. Oui, on va avoir de nouveaux confrères, ça s'appelle Le Média. C'est une proie parfaite. Grand événement la semaine prochaine, on verra naître la web TV très attendue, Le Média, qui sera l'organe la chaîne télé des Insoumis. Le truc, ça va être TV Mélenchon, avec des bons plans week-end à Caracas. Ils sont maintenant assez nombreux pour attaquer le GNU. Sophia Chikirou, la patronne, c'est l'ex-DIRCOM de Mélenchon. Elle est plus proche de lui que Charles Aznavour de l'âge de la retraite. Je subis ton sale caractère, sans oser dire que t'exagères, oui t'exagères. En général, Patrick, on doit se casser la tête pour repérer des pulsions liberticides éventuelles sous des intentions nobles. Eh bien, avec le média, plus besoin. Ça fait bouleversif. Ah oui. Et je dirais même, au risque d'être pédant, je trouve ça bouleversant. Lundi matin, la directrice lui dit voilà, c'est fini. Ainsi que le comité de pilotage, là, qui ressemble plutôt à un comité des soviets d'ailleurs. Je ne pensais pas que les amis de Jean-Luc Mélenchon étaient capables de ce type de procédé qui quand même rappelle des heures assez pénibles. Les enfants de par là ont la mémoire des rues. Beaucoup de journalistes du média, notamment des femmes, sont proches du burn-out. Le média admet tranquillement, publiquement, sans crainte du ridicule, que chez elle, les faits comptent moins que les souhaits. Je sais que je plais pas à tout le monde. Mais quand je vois à qui je plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment. C'est une petite partie, une toute petite partie de la polémique. Donc, c'est peut-être que tu peux présenter ceux qui nous ont rejoints. De collègues et de compagnons de route nous ont rejoints sur ce plateau. Donc, on a Serge Faubert, l'unique Serge Faubert. Nous avons Bruno Gassio aussi, qui était là au tout début aussi, qui nous accompagne. On a Aude Lancelin et Alexis Poulain. Bonsoir et bienvenue à tous. On va parler des polémiques, on va parler de ce qu'il y a eu de bien, de ce qu'il y a eu de moins bien. Peut-être que pour lancer la discussion, on peut écouter un sonore. Alors c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup polémiqué avec le média. On a eu le sentiment qu'il ne nous aimait pas du tout, mais peut-être nous aimait-il quand même un peu. Je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que vous accepteriez de venir éventuellement un jour sur le média? Il m'a dit tout de suite oui, pour parler notamment de la presse. Je ne peux pas vous dire qui c'est, mais vous allez le reconnaître parce que je lui ai posé deux questions. Qu'est-ce qu'il y avait à sauver pour lui dans le média? Et qu'est-ce qu'il ferait comme principal reproche? Je ne vous dis pas tout de suite son nom, simplement qu'il a un accent du Sud, qu'il est sur France Info actuellement, qu'il a été longtemps sur Canal. On écoute d'abord ce qu'il trouve de bien, incroyable, dans le média. Moi, j'aime les rédactions et j'aime les journalistes. Donc, un nouveau média dans la société apporte son point de vue original, singulier, particulier sur la société française et les problèmes du monde en général. C'est une bonne chose. Et c'est ce que fait le média, qui a un regard qui ne ressemble à aucun autre regard et qui donc enrichit la société. Je sais en plus qu'il faut beaucoup de volonté, de détermination pour lancer un nouveau média, pour lui permettre de durer. Donc moi je trouve que la naissance et l'existence du média est une bonne chose pour la démocratie française. J'ai regardé quelques émissions, je me suis bien rendu compte que je n'étais pas surpris. Le point de vue était singulier, donc cette singularité même, c'est l'utilité du média. Donc ça c'est une bonne chose. Merci Jean-Michel Apathy. Alors, on va tout de suite passer à la mauvaise peut-être, et notamment ce qu'il dit, peut-être que Aude, tu pourras y répondre, puisqu'il évoque quelque chose qui moi m'a un peu surpris, mais bon, il faut croire que c'est quand même son point de vue. Voilà ce qu'il reproche en premier aux médias. Ce que je n'aime pas dans le média, et ce qui, à mon avis, dévalorise ceux qui le font, c'est la prétention, ça apparaît ici et là, soit de manière générale, soit précisément dans certaines prises de parole, la prétention à se présenter comme des vrais journalistes. Le entendu, c'est que les autres sont faux. Je me demande bien en quoi. Il faudrait le démontrer, mais ça, ce serait peut-être l'objet de discussions futures. Mais surtout, c'est un reste de ces vieilles cultures qui font dire à des gens qu'ils détiennent la vérité. Mais la vérité, c'est le fruit du débat. Chacun apporte sa petite pierre à la vérité. C'est précisément ça qui fait la richesse de la société. Et donc, la prétention qu'ici ou là on voit
apparaître est quelque chose qui, moi, m'agace, mais c'est pas très grave, mais qui, je pense, dévalorise le média. Que chacun travaille avec l'honnêteté qu'il pense être la sienne, sans imaginer qu'il est au-dessus des autres, et notamment pas au-dessus moralement par une relation particulière, privilégiée avec la vérité. Bon, merci à Paty d'avoir joué le jeu. Moi, je lui ai dit que je l'invitais volontiers un jour dans un sujet qui fâche, notamment sur la question des médias, puisque son point de vue sur les médias n'est sans doute pas le nôtre. Mais peut-être, Aude, peux-tu répondre à cette critique? Est-ce que tu as le sentiment qu'aux médias, nous pensons détenir la vérité par rapport à ceux qui ne seraient pas des vrais journalistes? Non, mais il dit nous sommes prétentieux, nous ne sommes pas. C'est pas que nous nous prenons au sérieux, c'est que nous prenons ce que nous sommes en train de faire au sérieux. Notre projet, notre mission, elle est sérieuse. Dans un univers qui est entièrement dominé par les puissances de l'argent, l'oligarchie, créer un média libre et indépendant, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Mais ceci dit, moi je pense que Jean-Michel Apathy nous aime en fait, parce qu'il a quand même passé, ça je peux en témoigner personnellement, il a passé tout l'hiver à scruter jour après jour les comptes Twitter de Sophia et de moi, à peine un pied posé le matin à répondre et à nous interpeller sur les réseaux sociaux. Donc je pense en tout cas que nous ne le laissons pas indifférent, ce qui est après tout notre fonction média. Ce qui me frappe quand même plus sérieusement, c'est que c'est Orwell qui disait dans un monde de supercherie généralisée, dire la vérité est en soi un acte révolutionnaire. Moi, j'ai l'impression que dans un monde de supercherie, d'imposture généralisée qui est devenu celui de l'information, créer un petit espace de liberté est en soi révolutionnaire et en soi insupportable pour ces gens-là. Peut-être que finalement, on est leur mauvaise conscience, après tout. Peut-être qu'on leur renvoie effectivement une image de la façon dont ils exercent notre métier, qui est effectivement difficile à recevoir, et je peux le comprendre. Bon, alors peut-être qu'on peut se tourner vers toi, Bruno. Rapprochez bien le micro, je te faisais des gestes, parce qu'on me dit par l'oreillette qu'il faut qu'on vous entende bien. N'exagérons pas non plus, mais non, vous me dites, si rapproche. Je sais jamais si peut-être qu'on peut te poser la même question qu'à Paty, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as accompagné notre projet depuis le début. Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé finalement? Je suis le dernier d'ailleurs. Non, sont les autres. Non, il y a toujours... Écoute, des 40 000 personnes qui ont signé le manifeste à ma connaissance, il n'y a qu'une dizaine de personnes qui l'ont quitté, si j'ose dire, ce manifeste, et qui sont quand même 10 sur 40 000 qui ont fait du bruit, mais c'est peu. Donc je te rassure, la quasi-totalité des gens sont toujours là. Mais qu'est-ce que toi, tu as eu comme sentiment positif et éventuellement aussi comme sentiment négatif? Positif, le fait que ça existe, déjà. Je vais peut-être vous faire de la peine. Moi, je suis abonné aux médias, je suis socio, je suis fondateur, je suis donateur, j'ai mis le paquet. Mais j'ai aussi fait la même chose chez Mediapart, chez Explicit, pour une raison simple. C'est que je veux que ce type de médias existe. Je ne regarde plus Apathy, je l'écoute plus. Ça ne m'intéresse pas. Je sais ce qu'il va dire selon la personne qui est en face de lui. C'est un réflexe. Il a un type de gauche, il va lui rentrer dedans. Si le type est un peu plus que gauche, badaboum. S'il a un mec de droite, il va être un peu rigolard. S'il a un mec de la République en marche, il va être très déférent. Mais je lui en veux même pas. Ça fait tellement longtemps qu'il est là, Apathy, et il est dans un système qui, il veut peut-être m'en vouloir, mais j'en ai profité, moi, de ce système. J'ai gagné beaucoup d'argent quand je travaillais à Canal. Il est dans un système qui lui va bien. Alors, il n'est pas ami de Macron, je pense pas que ce soit des amis proches, mais simplement le système, ce monde-là, lui va très bien. Parce qu'il en vit bien, parce qu'il y est dedans à l'aise et qu'il y est reconnu, il existe. Donc, moi, j'ai besoin, en tant que, aujourd'hui en plus, en tant que consommateur d'informations, j'ai besoin qu'on me dise des choses sur la Syrie que j'entends pas ailleurs. J'ai besoin qu'on me dise des choses sur la Libye que je n'entends pas ailleurs. J'ai besoin d'entendre des choses sur la politique que je n'entends pas ailleurs. J'ai besoin d'entendre des cheminots qui parlent, pas juste 2 secondes, à qui on donne du temps, des infirmières, des profs, à qui on donne du temps. Les entretiens que Aude fait, que tu fais, je les regarde tous et j'adore ça. Je passe 1 heure. Alors, c'est pas super assidu, c'est sur mon téléphone, je prends mon petit déj, j'écoute ça, je l'ai dans l'oreille en même temps. Mais où est-ce que j'ai ça ailleurs?
Il n'y a pas ailleurs. Il n'y a que ici que j'ai ce type d'entretien. Il y en a avec lesquels je suis pas d'accord. Régis Debray, à un moment, coupe-le. Toi, tu as le droit aussi de dire tu parles trop, tais-toi. Mais c'était passionnant, même s'il était un peu chiant, le Régis. Mais voilà, j'ai trouvé ça formidable que ça existe. Je me souviens plus du nom du Canadien qui a parlé des... Il est formidable, ce mec. Où est-ce que je vais entendre ça? Merci que le média existe. De même que quand je lis Mediapart, je sais que vous avez des petits problèmes en ce moment avec, je lis Mediapart sur ce qu'ils ont fait sur l'argent libyen, formidable. Ce qu'ils sont en train de faire sur Macron, extraordinaire. Où est-ce que je vais trouver ça sur une chaîne d'infos? Où est-ce que je vais trouver ça dans un JT? Je le trouve pas. Donc j'y trouve mon compte. Après... Ça, c'est donc l'aspect le plus positif. J'adore ça. L'autre aspect, le côté prétentieux, je l'ai pas senti. J'ai même plutôt le sentiment inverse. Putain, vous êtes amateur, putain, ça fait peur. Comment tu peux être amateur à ce point-là? Il y a parfois, vous êtes emprunté devant la caméra. Vous êtes alors quand Sophia fait les comptes, d'ailleurs c'est marrant de lui avoir demandé à elle de faire les comptes, parce que s'il y a une polémique, c'est elle. Alors là, elle a ramassé. Hein. Elle est super à l'aise quand elle fait ça. Et je vous trouve vachement emprunté à l'antenne. Détendez-vous du slip, putain, soyez détendus. Le journal, alors vous abordez des thèmes dans les journaux, dans le 20h du média, qu'on a peu ailleurs. Mais alors avec un ton, on a l'impression que c'était la chose la plus importante du monde. Détendez-vous, raccourcissez, enfin c'est des trucs purement techniques, quoi. Il y a des choses comme ça. J'adore votre logo. Je trouve que le logo, le média, il est vachement beau. Donc voilà, ce que j'aime pas, c'est ça, c'est que vous pourriez être un peu plus détendu. Un JT, c'est pas une messe. Et ailleurs, c'est une messe qui a été mise en scène depuis très longtemps, d'une façon en plus très sociologiquement et psychanalytiquement, je parle sous contrôle, super bien faite. C'est-à-dire qu'on commence par des infos qui font un peu peur, puis on passe sur des infos locales qui font peur, puis on passe sur le monde, regardez autour de nous, c'est encore pire, et puis on revient sur nous tout doucement, et on finit avec un chaton qui sautille, quoi. Ça s'appelle le sport, ça s'appelle le cinéma, ça s'appelle le théâtre. Et puis juste après, vous allez mal, boum, 10 minutes de pub. Et là, on achète, on mange. Donc le débat sur la pub que vous pouvez avoir ici, je veux bien l'avoir avec vous. Parce que j'ai un avis. Depuis toujours, en fait. La pub est con, la pub rend con. Mais parfois, ça ramène de l'oseille. Donc comment faire? Mais ce que j'aime aussi chez vous, c'est qu'il y a des débats qui sont presque inhérents à la gauche, quoi. C'est terrible. C'est que ça n'en finit jamais, quoi. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. C'est juste impossible. Et alors, il y a aussi la dernière critique. C'est la télé Mélenchon. Moi, on m'a interviewé le jour du lancement. Toutes les chaînes étaient là. Il y avait BFM, il y avait LCI, il y avait tous les... Monsieur Gassio, qu'est-ce que vous faites? Télé Mélenchon. Je leur disais, si c'est Télé Mélenchon, ça n'a aucun intérêt. Personne ne va s'abonner à Télé Mélenchon. Ouais, mais alors la France Insoumise, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Moi, je suis pas France Insoumise. Par contre, le programme L'Avenir en commun, il me convient à 80%. Donc je vais le soutenir. Ouais, mais la France Insoumise le soutient. Eh ben, tant mieux, je suis avec eux. Ouais, mais c'est Mélenchon qui le fait. Eh ben, tant pis, tant mieux, j'en sais rien, je m'en fous. Mais le programme, il est vachement bien. Et je trouve que vous êtes vachement excusés de ça. Faut pas s'excuser. Le Figaro s'excuse pas d'être un journal d'extrême droite, pas plus que Valeurs Actuelles. Non, mais tous les médias, toutes les chaînes d'infos ne s'excusent pas d'être polis pour être gentils avec eux, parce que j'ai des amis qui y travaillent. Ils sont très gentils avec le gouvernement, en gros sur le thème « laissez-les travailler ». Ok, vous n'avez pas à vous excuser de défendre une société différente, une façon d'être différente. C'est pour ça que les gens s'abonnent et c'est pour ça que moi, je suis abonné et donateur. Parce que j'ai envie qu'on me parle différemment de sujets qui sont abordés par ailleurs. Voilà, j'ai fini, je fais toujours un peu long. Alors justement, Serge, tu avais un mot à dire là-dessus. Oui, sur cette histoire de journalistes du média qui se sentiraient supérieurs aux autres, parés d'une virginité retrouvée, ce sont des fadaises, il faut le dire. Ce que nous faisons ici, c'est la critique des médias. La critique des médias, ce n'est pas la critique des journalistes qui contribuent à faire ces médias.
Ça, c'est la première différence. Et ce que nous critiquons, pour être très précis, ce que nous critiquons, ce sont ceux qui sont, quelque part, les porte-paroles de cette idéologie dominante, c'est-à-dire la vingtaine, trentaine d'éditocrates, d'éditorialistes sur la place de Paris qui font la pluie et le beau temps. Ce sont ceux-là qui se sentent visés à juste titre. Nous prétendons faire autre chose, c'est-à-dire une autre hiérarchie de l'info, montrer une autre réalité et nous réapproprier ce réel que finalement ils travestissent jour après jour. C'est avec eux que nous sommes en conflit, ou en tout cas qu'il y a un vrai combat. C'est pas avec les journalistes, parce que, encore tout à l'heure, je lisais un excellent article, une excellente enquête dans les Échos, au Resco Référence. Bon, et j'étais très content, parce que je voyais des confrères, des consoeurs qui continuent, malgré tout, à faire leur boulot. Ils le font bien. Donc, ne confondons pas, nous ne donnons pas des leçons à la presse entière, nous critiquons une idéologie qui s'exprime à travers des médias qui sont eux-mêmes la propriété de grands industriels et pas de journalistes, ceux qui changent tout. Ça, c'est pour... Alors, bien sûr, ça a un prix, cette critique. C'est-à-dire que quand nous faisons une erreur, quand nous commettons une faute professionnelle, bien évidemment, on se fait davantage taper que les autres. C'est normal, c'est la règle du jeu. Alors, pour ce qui est... abordons tout de suite l'histoire, l'affaire de Tolbiac. C'est une faute collective, on a un peu tardé à la reconnaître, c'est dommage, et puis on l'a reconnue, on a présenté nos excuses. Ce que je veux rappeler, c'est que la plupart des grands médias ont commis en leur temps de pareilles erreurs. Moi, je me souviens de France 2, chaîne du service public, qui nous présentait un soir au journal de 20h la cave où Baudis, Dominique Baudis, ancien maire de Toulouse, avait abusé de petites filles. On voyait sceller dans le mur la marque des chaînes où elles étaient enchaînées. C'est de la folie furieuse. C'est de la folie furieuse. Cette histoire était bidon de A jusqu'à Z. On avait convoqué une prostituée toxicomane qui affirmait avoir vu Baudis dans des parties fines. Et c'était le service public. Le Canard enchaîné. Référence. Au début des années 90, le Canard enchaîné a connu un accident industriel énorme. Lorsque, après l'assassinat de la députée Yann Pia, à Hyères, a ouvert ses colonnes à des collaborateurs qui ont défendu une thèse où il y avait une piste militaire. C'était Rougeau et Verne qui défendaient cette piste avec un rapport de la direction du renseignement militaire. L'arme du crime était immergée au large de Hyères. Ils savaient exactement où. Enfin, tout le monde était dans la confidence. C'était un complot. Et c'était dans le Canard enchaîné. Et le Canard enchaîné s'est fait avoir complètement et s'est planté. Donc, le problème quand on commet ce type d'erreur, c'est de s'assurer que par la suite, on ne la répète pas. Et croyez-moi, en interne, on a échangé vivement autour de ce sujet, c'est le moins qu'on puisse dire. On n'est pas tous d'accord. Je n'ai pas été le dernier. Les exemples que tu prends, je trouve, sont sans commune mesure avec l'histoire dite de Tolbiac. Non, mais l'histoire de Tolbiac. Gérard, ce que j'essaye de montrer, c'est que même les médias les plus anciens, les plus expérimentés, avec des armées et des armées de journalistes à même de recouper et de vérifier les informations, parfois commettent des erreurs. Nous sommes une plus petite rédaction. Nous sommes une rédaction qui est en train de trouver son rythme, sa cohésion, sa cohérence. Donc, effectivement, nous sommes encore plus vulnérables. Voilà. Mais tout ça pour dire que nous en avons tiré les leçons. Et ce qui est important maintenant, c'est de ne jamais répéter ce type d'erreur. Et je crois que l'ensemble des collaborateurs du média ont compris la leçon. Ça nous a rappelé à tous que le journalisme, c'est un métier qui exige prudence, humilité, vérification. Et on ne vérifie jamais assez ces informations. Et je laisse le micro parce que sinon je vais être trop long, comme mon ami à côté. Comme disait Sophia, on est toujours en construction et on travaille et on apprend à travailler ensemble. Et on va faire aussi on va passer un petit magnéto de Léonard, de notre journaliste Léonard Vincent, qui va nous expliquer comment il a vécu, lui, ces polémiques de l'intérieur. Alors, comment j'ai ressenti les attaques contre le média ? D'abord, j'étais surpris, en fait. J'ai été surpris par deux choses. D'abord par la violence des attaques, c'est-à-dire que c'était complètement disproportionné par rapport à l'ampleur du projet. On est une petite association de Montreuil, on essayait de faire quelque chose dans le monde médiatique et le déchaînement de haine et de violence était quand même assez fou. Et puis ensuite, par le contenu. Le contenu était assez délirant. Pour la plupart, les articles qui ont été consacrés aux successives petites polémiques qui nous ont concernés étaient faux, mensongers, fondés sur des absurdités ou des ragots.
Donc ça ne m'a pas rassuré sur le métier en fait, mais en même temps ça m'a confirmé dans l'idée qu'il y avait quelque chose qui clochait dans le métier. Alors ce qui a été le plus grave dans ces attaques pour moi, ça a été l'espèce d'incohérence de nos confrères qui, il y a 6 mois, louaient mon travail par exemple pour ce qui me concerne, mon travail sur l'Érythrée, sur l'Afrique, le partageaient, m'encourageaient. Et qui, dès l'instant où je suis venu aux médias et que mon travail, qui est le même travail, a été associé à la marque Le Média, a fait l'objet de dénigrement, d'indifférence ou d'invisibilisation. Je crois que c'est surtout ça ce que je retiens. Il n'y a pas de raison que ceux qui essayent d'élargir les murs de la liberté d'expression soient traités aussi mal. Donc c'est dangereux, c'est le signe d'un rapetissement, d'une espèce de rétrécissement des espaces de liberté en France. Alors Alexis, tu avais un mot à dire à propos de ce que tu viens d'entendre de Léonard ? Oui, c'est ce qu'il dit, sans le dire, sur le thème de la pensée unique, enfin ce qu'on disait sur nos ennemis, enfin au moins là où on a une critique à faire, c'est pas sur le métier de journaliste, c'est sur l'industrie des médias, et dire que c'est devenu une industrie comme celle de l'armement, propriété d'oligarques, qui est là pour finalement pas prendre de risques, pour pas chercher non plus à creuser là où il faudrait creuser parfois. Or, une démocratie, elle vit parce qu'il y a du débat, parce que les gens sont un peu informés, parce qu'ils savent qu'il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas des choses de l'ordre de l'émotion. Ce qu'on voit beaucoup sur les grands médias, c'est simplement ce moment T, l'attentat, le foot, etc. Des grandes émotions, ou la colère, on va sortir des trucs, la vaisselle à Macron à 500 000 balles. Ouais, ça rend fou, mais c'est pas cette information-là qui va faire évoluer le débat. Alors elle va permettre peut-être à des gens de se mettre en colère, de commencer à réfléchir, etc. Mais sur le temps de la réflexion, il manque vraiment un échelon. Et c'est ce qu'on essaye de faire ici aux médias, je pense, d'avoir ce temps de la réflexion, même si c'est extrêmement difficile parce qu'on est une petite rédaction et qu'on a des petits moyens. Mais le temps de la réflexion, il est fondamental si on veut que la République française reste une république et une république éclairée. On en est loin aujourd'hui, on est vraiment dans le règne du tout émotif, le règne de la petite phrase, du clash. On essaie ici d'avoir des débats, d'inviter des gens qui sont pas ailleurs, et justement, et de ne pas les mettre dans des retranchements ou les traiter comme des clowns, et de leur donner la parole. Le temps de parole, il est extrêmement limité sur les autres médias. On a la chance d'intervenir à droite à gauche, et justement, c'est toujours une surprise parce qu'on se retrouve en plateau avec des gens qui disent des horreurs et qui sont jamais remis en question. Et là, on entend, mais attendez, vous pouvez pas dire ça sur l'islam, vous pouvez pas dire ça sur la laïcité, vous pouvez pas dire ça. Et, ah, mais si, mais enfin, j'ai l'habitude moi de dire ça. Voilà. Donc, être les empêcheurs de tourner en rond, je pense que c'est notre raison d'être. Mais au-delà de ça, c'est aussi d'être une pointe d'entrée dans la conscience, de dire réfléchissez, prenez le temps de la réflexion. Je sais que ça prend du temps, je sais que c'est délicat, que tout le monde n'a pas ce temps-là, mais essayez au moins, faites cet effort-là. Et si une petite vidéo du média peut passer dans un feed de réseaux sociaux où les gens vont le voir et dire ah, je savais pas, et ben ça c'est formidable, on aura réussi déjà à quelque chose. Sur toutes ces polémiques qu'on a évoquées, je voudrais dire une chose, et peut-être que Aude, tu peux le confirmer. Moi, ce qui m'a rendu le plus dingue, c'est lorsque la presse a expliqué que le média était en crise. C'est-à-dire que quand on regarde sur ces 5 mois, grosso modo, il y a sur les 40 000 personnes qui ont signé le manifeste, plus de 40 000 personnes, ou les 150, 200 personnalités comme toi qui ont signé, il y a 10 personnes dont moi je peux dire en tout cas, sans engager les médias, que la plupart étaient proches de Benoît Hamon. C'est une réalité, je n'en tire aucune conclusion autre que de l'avoir signalé comme ça me gêne quand même un tout petit peu. Bon, je l'assume moi personnellement. Donc il y avait 10 personnes sur 40 000 ou même sur 200 personnalités. Quant à l'équipe dont une partie est ici, j'aimerais quand même qu'on souligne qu'on peut compter sur les doigts d'une main les gens qui n'y sont plus et qui étaient là au début, qu'on peut retirer 2 personnes qui sont parties pour des raisons personnelles, avec qui nous sommes d'ailleurs en très bons termes, que je revois de temps en temps dans d'autres occasions. Donc on arrive à 3 personnes. Il y en a une qui effectivement est partie en évoquant une différence avec ce qu'à un moment donné a pu être dit par Claude Elkal, et elle est partie là-dessus. Donc et voilà, c'était Catherine qui
après, est restée plutôt discrète, c'est le moins qu'on puisse dire. Il reste 2 personnes, précisément. Un qui a fait beaucoup d'esclandres, c'était Noël Mamère, qui effectivement est parti après m'avoir assuré qu'il partirait discrètement et à qui j'ai proposé plusieurs fois de venir s'expliquer, et Aude Rossignol. C'est-à-dire que l'immense tollé qu'il y a eu dans ce média, c'est grosso modo 2 personnes de l'équipe et 10 personnes parmi les signataires. C'est tout à fait emblématique, dont je ne sous-estime pas l'importance ni ce que ça représentait comme drame pour eux comme pour nous, mais c'était peut-être important de dire que la quasi-totalité de la rédaction est restée, que des nouvelles personnes sont arrivées, que dans les sociaux, je compte sur les doigts de 2 mains le nombre de sociaux, c'est-à-dire pas plus de 10 personnes qui sont parties sur les 5 mois pour des raisons qu'on pourrait appeler politiques ou de divergence, pas plus que 10, je crois qu'on n'arrive même pas à 10. Donc j'aimerais te demander, Aude, comment tu as vécu, toi, le fait qu'on présente ce qui n'était pas pour moi une crise, ni plusieurs crises, comme une crise, comment tu as vécu ça de l'intérieur ? Non, mais ce que tu décris est entièrement vrai, mais c'est une tentative de déstabilisation, ni plus ni moins. Vraiment, il y a eu, je crois qu'on peut le dire en ces termes violents, un vœu de mort sur nous. Et donc, on n'arrêtait pas de prédire notre mort d'une semaine à l'autre. C'est pas un psychanalyste que je vais l'apprendre parce qu'on l'a souhaité, cette mort. Et la réalité, tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est qu'on est 3 titres à s'être lancés en janvier, dont certains avec des moyens financiers extrêmement supérieurs aux nôtres et un soutien massif du milieu intellectuel, du milieu journalistique, du milieu politique, et nous sommes les seuls debout, voilà, au bout de 5 mois. Et je le regrette d'ailleurs pour les autres et pour mes camarades qui y travaillaient jusqu'à il y a peu encore. Non, oui, ça a été dur. Moi, ça m'a pas surprise, si vous voulez, parce que voilà, je viens de cet univers de violence et je sais à quoi ils sont prêts quand il s'agit de garder le monopole de l'information. Donc ça m'a pas surprise. Mais il faut quand même que les gens sachent, nos confrères, notamment nos bienveillants confrères de Libération, de Mediapart, du Monde, le mal qu'ils ont fait à certains dans la maison. Parce que moi, je le dis, je le prends sur moi comme toi tout à l'heure. Je pense que certaines des personnes qui sont parties parce qu'ils ont craqué moralement à cause de cette pression qui était littéralement insoutenable. Parce que quand vous êtes pris en chasse sur les réseaux sociaux tous les soirs, comme le sont certains d'entre nous, c'est très dur à vivre moralement. Voilà. Donc, maintenant qu'on a dit ça, donc on ne nous a pas fait la courte échelle, on ne nous a pas aidés. Je ne m'attendais pas à autre chose, mais quand même, bon, voilà. Maintenant, l'important, c'est qu'on est debout. L'important, c'est qu'on se porte bien. L'important, c'est aussi que par-delà tout ça, des liens sont en train de se retisser avec nos confrères aussi. Moi, par exemple, je suis en train d'organiser la semaine prochaine un grand live politique aux médias sur les fake news et la liberté d'informer. Et on aura sur le plateau un grand reporter de Mediapart, un journaliste de Libération, un journaliste de Canal+, en conflit ouvert avec la direction. Une forte personnalité très séduisante, Jean-Baptiste Révoire, bien sûr. Le président de RSF, etc. Donc le média, à sa façon, avec son ton différent, avec ses combats particuliers, avec sa famille politique intellectuelle particulière, existe au sein de l'écosystème des médias. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'il faut passer à l'étape suivante, que vous partiez, mais quand même, je vais avoir un réflexe journalistique, alors que je ne suis pas journaliste. Je suis désolé pour la régie qui va prendre un tout petit peu de retard. On a quand même Bruno. Bruno n'a pas déclaré un mot à la télévision sur la fin des Guignols. Eh bien, nous aurons le scoop. C'est juste un mot sur la disparition définitive des Guignols. Comment tu veux que je fasse ça en un mot ? C'est très compliqué. Non, je ne me suis pas exprimé là-dessus parce que je pense que ça devrait interpeller les sociaux qui nous regardent et puis les Français sur la méthode. Parce que la méthode, elle est extraordinaire. En 2015, il a été question de virer les Guignols en 2015. Il y a eu une espèce de polémique en 2015. Une levée de bouclier, des politiques, y compris des politiques de droite qui avaient leurs marionnettes, disaient non, il faut garder les Guignols. Donc, les Guignols n'ont pas été supprimés. Mais pour ça, pour y arriver, il fallait désorganiser l'émission.
Donc on a commencé par virer les 3 auteurs qui travaillaient. On en a pris d'autres qui, eu égard à, comment dire, l'espèce de confrérie qu'il y a entre les auteurs, étaient absolument nullissimes. Donc j'essaye d'être poli. Ils ont viré la prod et ils ont dit maintenant on fait l'émission, ça continue. Donc l'émission, et puis aujourd'hui, dans une indifférence complète, on vient dire mais cette émission ne marche pas, elle coûte très cher, regardez. Donc on est obligé de l'arrêter et tout le monde fait ah bah ouais, y compris des gens qui travaillent à l'intérieur avec qui on a fait une fête. Ils disent c'est une délivrance, on n'en pouvait plus, c'était jusque là. Et je leur dis ouais mais les mecs, juste vous vous rendez compte que c'est ce qu'ils sont en train de faire au service public et que c'est une méthode qui existe depuis toujours. Quand on veut qu'un service public devienne privé, eh ben on le désorganise. Ce qu'il faut avoir, c'est de l'argent et du temps. Il se trouve que l'actionnaire de Canal a de l'argent et du temps, et que l'État, quand ils veulent tuer un service public, ils ont plusieurs décennies pour le faire. L'hôpital, ça prendra du temps, mais ils vont y arriver. La sécurité sociale, ils vont y arriver. Le train, ils vont y arriver. L'énergie, ils sont arrivés à tout. Donc moi, ce que je retiens dans la disparition des Guignols, l'arrêt des Guignols, c'est que d'abord, une chose, je peux pas le faire ici, parce que pour répondre aux gens qui nous disent pourquoi tu vas pas le faire sur le média, d'abord parce que ça coûte 15 briques par mois, par an. 15 millions par an. Bon, ça va. Ils étaient descendus quand même pas mal. Si tu acceptes 15 millions par siècle, oui, on va peut-être arriver à négocier. Perso, ouais. Après, il y a une question de droit, et que les droits ont été verrouillés par l'actionnaire principal de Canal+, qui a acheté la boîte qui fabrique le latex, et donc c'est impossible de faire des marionnettes dorénavant. Voilà. Des chaussettes. Parfait. Mais on peut le faire avec des chaussettes, bien sûr. J'avais proposé. On va réfléchir à ça. J'avais proposé des chaussettes. Mais peut-être. Il y a Sophia qui saute dessus. Parce que les chaussettes, c'est moins cher. Je suis d'accord. Il y a aussi un autre truc, c'est que ça prend un temps fou à faire. Mais on a le temps. Oui, mais pas moi. Alors on va passer au plateau suivant. En plus, c'est un joli nom, ça s'appelle La vie aux médias. Donc merci, vous restez avec nous derrière. Alors, comme non, mais vous restez avec nous derrière. Non, tu peux peut-être non, il nous lancer. faut les socios. Tu peux peut-être les...